Nouvelle édition spéciale de défense, toujours la guerre dans le sud et une guerre planifiée, mesurée dans le nord. Avec moi, Océane Nicole, merci d'être toujours au rendez-vous. Océane, on va d'abord faire le point avec vous sur la situation sur le terrain. La situation dans le sud et les combats qui se poursuivent toujours avec cette pression militaire que maintient Tsahal autour de la ville de Khan Younes et dans le sud. Alors on sait qu'il y a aujourd'hui eu plusieurs infrastructures terroristes du Hamas qui ont été éliminées, plusieurs terroristes aussi éliminés du Hamas. Dans le nord de la bande de Gaza, on se souvient que la brigade Golani était sortie de la bande de Gaza, mais il y a quand même toujours quotidiennement des forces de Tsahal qui rentrent à l'intérieur pour éliminer des cellules terroristes du Hamas et qui ressortent après immédiatement. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir des combats un petit peu plus au sud, notamment autour de Rafah, qui est donc au point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu une élimination ciblée justement dans cette ville du sud où il y a un haut responsable du Hamas qui a là aussi été éliminé. Des combats extrêmement durs puisqu'on a encore la perte de 2 soldats, un dans le nord de la bande de Gaza, un autre qui est tombé dans le sud du territoire palestinien, ce qui fait qu'on est depuis le début de l'opération terrestre qui a commencé le 27 octobre, on a 224 soldats tombés et Tsahal qui continue pour l'instant cette pression militaire qui se concentre donc plutôt autour de la ville de Khan Younes dans le sud. Tout cela dans un cadre également de discussion pour un accord d'échange entre des otages et les terroristes. La lutte antiterroriste, en attendant, se poursuit dans les territoires autour de Jenin, Fauda style. Tout à fait. Jenin, Naplouse, Kalandia, aujourd'hui, dans la nuit, plutôt, il y a eu 14 suspects du Hamas qui ont été arrêtés. Fauda, puisque hier, il y a eu cette arrestation assez impressionnante qui s'est faite dans la nuit à l'intérieur même de l'hôpital de Jenin, où les forces spéciales du Yamam, les forces spéciales de Tsahal aussi, sont entrées et se sont donc déguisés. Ils étaient infiltrés dans cet hôpital et ils ont pu arrêter donc 3 terroristes du Hamas, dont un qui était prêt à passer à l'attaque, prêt à mener un attentat semblable à ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc heureusement que cette opération a eu lieu et a permis donc de neutraliser à temps ces 3 terroristes. Donc 14 cette nuit qui ont été arrêtés. Depuis le début, ce sont précisément 2990 personnes recherchées, soupçonnées d'appartenir au Hamas ou au djihad islamique, soupçonnées de passer à l'acte de manière imminente, qui ont été arrêtées depuis le 7 octobre, donc c'est près de 3000 personnes. Donc les attaques qui sont vraiment les opérations antiterroristes qui sont quotidiennes en Cisjordanie, Judée, Samarie. Merci, toujours aussi précise, Océane Nicole, dans les chiffres et dans les moindres détails. Alors justement, quand on parle de lutte antiterroriste et du Yamam, eh bien, nos invités généralement en défense savent exactement de quoi ils parlent. Vous êtes ancien commandant du Yamam, David Sour, ancien député. Merci de répondre à nos questions. David Sour, d'abord, cette opération à Jenin, vous en avez piloté des dizaines comme celle-ci. Effectivement, des opérations semblables. Alors bien sûr, cette opération dans un hôpital, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais effectivement, pendant la première intifada et aussi pendant la deuxième intifada où je dirigeais le Magav, les gardes-frontières, il y a eu beaucoup de types d'opérations. Les gens le connaissent maintenant avec la série Fauda, mais parfois, voilà, la réalité dépasse la fiction. Il faut dire que c'est une série qui représente des choses de manière très authentique. Il y a là une difficulté parce qu'il faut atteindre la cible en étant dissimulé, avec un minimum de friction avec la population. Ces endroits comme Jenin, Naplouse, Tulkarem, ces derniers mois et depuis le 7 octobre, on voit que l'autorité palestinienne n'y a presque plus le contrôle. Si autrefois, il y avait des activités de l'autorité palestinienne contre les activités du Hamas et du djihad islamique, eh bien aujourd'hui, on n'a presque aucune efficacité de la part de l'autorité palestinienne, même si la coordination en matière de défense se poursuit. L'essentiel, c'est d'atteindre la cible, de combattre la cible et d'en sortir aussi, sans être confronté à d'autres terroristes et aussi sans faire de victimes collatérales. C'est un succès. David Sour, arriver sur le parking de l'hôpital, en ressortir,
9 minutes plus tard, en ayant éliminé les 3 cibles. C'est une opération qui peut se passer que dans les territoires, ou c'est un modèle que le Yamam sait faire également, peut-être dans la bande de Gaza? La liberté opérationnelle, on la retrouvera en fin de compte dans la bande de Gaza. Nous avons vu que depuis le 7 octobre, nous ne pouvons pas compter sur une défense uniquement technologique, sur des barrières, des clôtures, toutes sortes de choses qui peuvent contribuer à la sécurité. Mais en fin de compte, l'approche traditionnelle de la défense israélienne, et malheureusement on l'a un peu abandonnée ces dernières années, cette approche qu'il faut toujours être à l'offensive, c'est comme cela qu'on peut combattre le terrorisme. Il faut toujours que les combats se fassent sur le territoire de l'ennemi. Il faut s'y prendre avant que l'ennemi se lance. Sinon, on sera toujours en infériorité numérique ou on sera la victime d'un effet de surprise. Lorsqu'il y a des moyens d'agir, une intention d'agir, et c'était le cas avec cette cellule terroriste à Jenin, c'était une bombe à retardement, c'était très clair, et que cette bombe allait exploser à tout moment, et c'était une bonne décision qui a été prise. Et dans la bande de Gaza, en fin de compte, une fois qu'on aura fini les combats plus intensif, et il faut dire que ce type d'opération, les types de combats qu'il y a dans la bande de Gaza sont très complexes. Alors, je ne pense pas qu'on ait jamais vu cela dans le monde. Je ne pense même pas que pendant la guerre de Corée, on ait vu une cible aussi fortifiée. Rapidement, David Sour, ça sera ma dernière question. Est-ce que sans le Yamam, sans les policiers, le 7 octobre aurait pu éventuellement avoir lieu dans les territoires en Judée-Samarie? L'activité de la police, du Yamam, des gardes frontières le 7 octobre a été vraiment un élément très positif face à l'effondrement des dispositifs militaires. Il est évident qu'ils ont empêché d'arriver aux terroristes d'arriver au nord, un peu plus au nord, et d'atteindre la Judée-Samarie. Et en Judée-Samarie, une action rapide a permis d'empêcher toute activité. S'il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le plan de Sinoir, c'est qu'il ne soit pas parvenu à faire en sorte que les Arabes israéliens et les Palestiniens de Cisjordanie se joignent au combat. Le Hezbollah s'est un peu joint, effectivement, c'est quelque chose qui est embêtant, mais c'est très loin de ce plan d'unification des fronts que Sinoir voulait mettre en place le 7 octobre. Merci beaucoup, David Sour, ancien député, ancien commandant du Yamam. Merci à vous. Et puis, j'ai un petit peu plus tôt interviewé cette semaine Mordechai Kedar, orientaliste. Il va, écoutez bien, c'est très intéressant, son plan, il le propose au Premier ministre, au ministre de la Défense, à réunir des gouvernorats à l'intérieur de la bande de Gaza sous des clans familiaux pour diriger justement l'après-demain dans la bande de Gaza. Et je suis avec l'orientaliste et le spécialiste de la région, géopolitologue également, Mordechai Kedar. Merci de nous recevoir à cette conférence des Bitronistim, les sécuritaires. Vous avez proposé un plan, très clairement, au Premier ministre, d'ailleurs, de manière publique, selon laquelle Gaza de demain devra être remis entre les mains de clans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce dont il s'agit ? Dans le monde arabe, le clan ou la famille élargie, c'est en fait le noyau dur, le plus fort et le meilleur de la société, contrairement à la société individualiste, occidentale. Et partout où règne une famille, règne également le calme, la stabilité. Personne ne cherche à faire des histoires, personne ne recherche le djihad. Et c'est la raison pour laquelle il existe des pays riches et stables. Le Koweït, qui appartient à la famille Al-Sabah, Abu Dhabi appartient à une famille qui s'appelle Al-Sahani, Dubaï appartient à la famille Al-Maktoum et l'Arabie Saoudite qui appartient à la famille Al-Saoud. Oui, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui ? Parce que c'est le Hamas qui s'est emparé de Gaza, qui a opprimé les familles et les a mis dans l'incapacité de fonctionner. Maintenant, les familles peuvent commencer à fonctionner sans la menace du Hamas qui pèse.
ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des générations d'experts qui ont dit que ce n'est pas possible parce que le peuple de Gaza, les Gazaouis eux-mêmes, sont très difficiles et ne sauront pas s'autogérer. Vous leur répondez quoi ? Ceux qui avancent ce genre de choses ne comprennent rien à la sociologie du monde arabe. Pour comprendre, il faut étudier parce que lorsqu'on vient avec une mentalité occidentale, une mentalité américaine, et qu'on essaie de comprendre le monde oriental, et c'est notre cas, il faut comprendre qu'ici le monde est géré par d'autres règles. Et personnellement, je connais tout cela très bien, j'ai étudié la question, j'ai corroboré les données pendant 50 ans, pendant plus de 50 ans, et c'est manifeste. On voit bien que des pays qui comprennent un grand nombre de groupes, enfin de clans comme par exemple l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen, sont des pays en état d'échec. Mais des pays homogènes avec un seul groupe ou clan sont des pays prospères. C'est exactement le plan que vous aviez proposé pour l'autorité palestinienne. Il est encore réalisable ? Bien sûr, il faut créer un émirat pour les familles de Hébron, un autre émirat pour les familles de Jéricho, un autre à Ramallah, un autre à Naplouse, un à Tulkarem, Kalkilia, Jenin, et Israël se doit d'avoir indéfiniment une présence dans le secteur de ces émirats pour veiller à ce qu'ils ne créent pas un État terroriste supplémentaire. Ce n'est pas contre la volonté nationaliste des Palestiniens de créer leur propre État ? Si les Palestiniens possédaient une conscience de peuple, ils se marieraient entre eux, peu importe la ville où ils habitent. Mais ce n'est pas le cas. Chez eux, les filles se marient avec quelqu'un de la même ville signifiant la même famille. C'est la question à $1 million. Que disent les décisionnaires quand vous leur proposez ce plan, que ce soit Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, Yoav Gallant, qu'est-ce qu'ils vous répondent ? En général, ils ont peur des Américains qui n'y comprennent rien et cela modère de façon significative leur volonté d'aller de l'avant parce qu'il faut aller à Washington, leur expliquer l'importance de ce plan et pourquoi c'est la chose à faire. Et quand ils réalisent que ce ne sera pas simple, ils disent « laissons tomber, on ne peut pas avancer dans ce sens à cause des Américains et aussi des Européens ». La dernière question, est-ce que finalement vous ne faites pas de l'ombre à ce que l'on appelle l'administration militaire dans les territoires, le COGAT? Est-ce que c'est pas ça aussi qui vous cause des problèmes? Le COGAT fait partie du problème, pas de la solution. L'administration civile fait partie du problème, pas de la solution. À mon grand regret, l'administration civile est mue par des intérêts pour travailler avec l'autorité palestinienne et non pas avec les clans locaux. À mon sens, cela constitue une partie du problème. Il faut démanteler l'administration civile et laisser chaque clan gérer les lieux dans lesquels il réside. Merci beaucoup, Mordechai Kedar. Et de retour dans notre studio de Jaffa, j'ai le plaisir d'accueillir Ariel Mallet. Merci. Bonsoir. Bonsoir, directeur des partenariats stratégiques du Magen David Adom Europe, et Dr Ariela, directrice médicale MDA Magen David Adom France. Pourquoi je vous ai demandé de venir, galanterie oblige, Ariel, vous me pardonnerez, parce que, eh bien, en parlant cette semaine plutôt avec Ariel, il m'a dit, je n'étais pas au courant, qu'il y avait une sorte des réservistes du Magen David Adom qui étaient prêts à intervenir immédiatement en cas de guerre. C'est votre cas, vous êtes venu très rapidement après les massacres du 7 octobre, racontez-nous. Alors, effectivement, le Magen David Adom a une réserve d'urgence en Israël, mais le Magen David Adom aussi a des volontaires formés tout au long de l'année, tout à travers le monde, et pour pouvoir être mobilisés justement en cas d'urgence, que ce soit les catastrophes naturelles ou en cas de guerre. Vous n'avez pas attendu que le Magen David Adom vous appelle, vous avez prévu... Si. Ah, si, quand même. Le 7 octobre, on m'a appelé. On m'a dit, tu prends le vol de demain 10h. Et je suis arrivée. Directement plongé dans l'enfer du post-7 octobre. Voilà. J'ai tout quitté, la famille, le travail, tout, pour venir en Israël, venir faire ce qu'on sait faire, venir ce pourquoi on a été formé dans l'unité internationale, et donc pour sauver des vies. Ariel, d'où est venue l'idée de se doter justement de médecins réservistes, urgentistes, capables d'intervenir? L'idée est venue d'une préoccupation qu'on avait en 2010, après avoir fait une étude d'impact de deux situations. La première, c'était une guerre,
et on s'est rendu compte qu'il y aurait éventuellement, et une guerre multifront, il y aurait des renforts qui arriveraient d'organisations étrangères en 15 jours. Et en cas de catastrophe naturelle, et on parle beaucoup du tremblement de terre du siècle, en une semaine. Et pour nous, c'était trop, c'était pas acceptable, et on a décidé de mettre à profit la diaspora qui soutient Israël, qui avait envie de se rendre utile et de former, parce que chaque fois qu'il y avait une catastrophe en Israël, énormément d'appels, de propositions de bénévolat affluaient, y compris de médecins, comme Mariella, qui est urgentiste en France, et on ne pouvait pas les prendre une fois l'urgence débutait. Et donc on a décidé de monter ce programme sous l'égide de Ilan Klein et de Eli Bin, le directeur général du Magen David Adom, et la France a servi de laboratoire, ce qui nous a permis en 12 ans d'avoir aujourd'hui plus de 300 médecins qui sont prêts à être activés en quelques heures et à arriver en Israël pour renforcer nos équipes sur le terrain. C'est une sorte de, ce qu'on appelle en hébreu, tsav shmoné, un ordre de mobilisation immédiat pour les médecins de Mada. À la différence fondamentale qu'il repose uniquement sur le volontariat de personnes, de médecins, de professionnels de santé qui vont tout abandonner en quelques heures, quitter leur cabinet, leur famille et prendre un avion, et là, en l'occurrence, et rejoindre le pays. Et pour nous, c'était quelque chose qui était totalement essentiel, puisqu'une partie des secouristes du Magen David Adom sont eux-mêmes réservistes et partent ou en tant que paramédics, que secouristes sur le terrain, ou même comme combattants. Vous avez eu des cas difficiles à traiter tout au long de ces plus de 100 jours de guerre ? Il y a eu des cas, en fait, à tous les niveaux. Il y a eu des cas simples du quotidien. Il y a eu des cas difficiles liés à la guerre. Il y a eu des impacts directs de sirènes ou de suraccidents liés aux sirènes. C'est une prise en charge qui est complète, qui est globale. Il y a une unité de l'ensemble de la population, il y a une unité de l'ensemble du corps de paramédics, et nous, on est extrêmement fiers de pouvoir appartenir à ce corps. Une question bête, mais au niveau de la langue, vous êtes toujours accompagné, j'imagine, d'un Israélien qui parle hébreu ? Alors, dans le camion, il y a des Israéliens, évidemment, des paramédics. Et de toute façon, alors moi, je n'ai pas de souci avec la langue. Et pour les autres médecins, de toute façon, ils sont recrutés dans l'équipe internationale en parlant en hébreu ou en anglais. Et puis, si ce n'est pas le cas, de toute façon, ils intégreront une ambulance s'ils parlent anglais ou en hébreu. Est-ce que, je ne sais pas qui veut répondre, mais on a dit toujours, après, notamment après le Bataclan, on a entendu des personnes du SAMU, notamment, dire que le modèle israélien était le modèle qui permettait de secourir le plus rapidement parce qu'il traitait à même le sol. Qui veut répondre ? Est-ce que... Je peux répondre peut-être sur ça, parce que on a apporté notre aide dès le lendemain, dès le 14 novembre, on a apporté notre aide aux équipes de secours françaises sur la spécificité et sur nos connaissances. Et effectivement, alors on l'a parce que on a une manière de fonctionner qui est totalement différente, qui réside dans le principe du on soigne, on prend la victime et on s'en va. Et en moins de 15 minutes, il n'y a plus de victimes sur les lieux. Les blessés ont été évacués par les équipes de secours, et on fonctionne vraiment sur le principe du damage control, de pouvoir contrôler les dangers qui tuent en premier, les hémorragies, les gros traumatismes, mais de pouvoir les emmener et de vraiment respecter ce qu'on appelle l'heure en or, qui puisse être emmené dans une salle d'opération le plus rapidement possible. Un blessé qui est atteint d'un impact direct, vous le traitez comment ? Comme un blessé de guerre, comme un blessé civil avec des gestes... Comment ça se passe concrètement ? Sous le feu ennemi, je précise, parce qu'il y a toujours des roquettes qui tombent. Bien sûr. J'ai envie de dire que un patient, c'est un patient, et on le traite, que ça soit un civil, que ça soit un soldat, quel que soit le patient qu'on aura en face de nous. Comme l'a dit Arié, l'objectif, c'est la prise en charge la plus efficace et la plus rapidement faite, et qu'on arrive à l'hôpital le plus rapidement possible, et de façon à ce que la personne soit stabilisée et qu'on puisse avoir le relais à l'hôpital et que ça soit cadré. 15 minutes, c'est quand même court. On est à 8 minutes.
Oui, c'est Oui, ce mais que je veux L'arrivée dire, des secours en Israël, en moyenne, au Magen David Adom sur l'ensemble du territoire national est de 4 minutes. L'arrivée d'une ambulance de 8 minutes. Et comme vous le disiez, et c'est aussi quelque chose de fondamental pour nous, le 7 octobre, 4 de nos secouristes sont décédés. Je pense également à la jeune Amit, paramédic, qui était dans son kibbutz, du Magen David Adom, qui s'occupe pendant des heures entières des victimes, qui sont dans la clinique du kibbutz, jusqu'à ce que les terroristes donnent l'assaut et abattent tout le monde. Et notamment un paramédic aussi qu'on avait interviewé sur i24 News, à Sderot, où il raconte qu'un terroriste le pourchasse. Oui. Malgré l'uniforme de secouriste, le pourchasse et lui tire plusieurs balles sans qu'il ne soit atteint. Mais... On était aujourd'hui même à Kfar Aza, on était à Sderot, on a vu les ambulances qui ont été prises pour cible par les impacts de balles et les images ont circulé. Les terroristes avaient pour objectif, ils ont détruit et attaqué le commissariat de Sderot et ils avaient également des papiers sur eux qui démontraient leur intention de s'en prendre à la station du Magen David Adom. Nos équipes, nos secouristes sur le terrain sont des cibles. Le mot de la fin, docteur Ariela, vous êtes presque une ambassadrice finalement, une ambassadrice urgentiste en France. Vous dites quoi à vos collègues au quotidien? En France? Oui. Je leur dis que ce qui compte, c'est de sauver des vies. Pour faire simple. C'est dur de me dire finalement, d'essayer toujours de trouver le bon mot avec Israël. On sauve des vies et on y croit. On y croit. Merci. Merci à vous, docteur Ariela. Ariel Mallet, vous avez 30 secondes pour me dire que si jamais un médecin en France, maintenant, ce soir, nous écoute et veut rejoindre, comment il le fait? Et de manière très simple. Et on a 26 nouveaux médecins qui sont avec nous. Il suffit de nous contacter. Sur ces 26 médecins, il y en a 5 qui ont découvert le Magen David Adom grâce à Jubez et qui vont sauver des vies grâce à un site. Et maintenant avec i24 News. Et maintenant avec 24 News. Et vous avez vu, on est déjà 300 médecins. Ce nombre ne va faire que croître chaque année. Et c'est ce soutien via le Magen David Adom France, via le Magen David Adom Europe, qui permet de sauver des vies. Ce ne sont pas que des dons. Alors bien sûr, vous pouvez continuer de donner des sous au Magen David Adom parce qu'on en a besoin, mais vous pouvez également devenir médecin et rejoindre nos équipes, même si vous êtes dans un cabinet médical de l'Ouest parisien ou de Marseille. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Merci à vous d'être venu. Alors un petit peu plus tôt également cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec le maire de Kiryat Shmona, l'un des plus jeunes maires d'ailleurs d'Israël, et pour lui, le temps du retour des civils n'est pas encore venu. Écoutez. Et je suis au cours de ce congrès des sécuritaires, des bitronistim, avec le maire de Kiryat Shmona, Avichai Stern. Merci de répondre à nos questions. Certains experts disent que les frontières de demain en Israël seront de Beersheva à Haïfa. Vous leur répondez quoi? Malheureusement, vu la situation actuelle, ils ont raison. Nous avons créé cette zone tampon à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël, ce qui limite la présence de la population civile et restreint les localités comme Kiryat Shmona, Metula, Manara et toutes les localités frontalières de Haute-Galilée et de Galilée occidentale. Elles sont toutes devenues une zone militaire. Au lieu de défendre le pays de l'extérieur, nous le défendons de l'intérieur et réduisons le territoire israélien de Hedera à Guédera. Et nous le ressentirons bientôt. Vous leur dites quoi au Premier ministre et au ministre de la Défense? Concrètement, vous leur demandez quoi? Que nous soyons obligés d'adopter la même attitude envers le Hezbollah qu'envers le Hamas. Aucun pays souverain n'aurait permis une menace comme celle du 7 octobre de peser sur ses civils. Nous, à la frontière nord, depuis 2016, nous entendons parler de la force Redouane, qui est prête à conquérir la Galilée, vidéos et maquettes à la pluie, et qui indique comment elles vont opérer. Nous refusons de continuer à être des moutons qu'on mène à l'abattoir. Après les événements du 7 octobre, l'État d'Israël ne doit pas accepter une telle menace sur ses frontières et doit tout faire pour éloigner cette menace. Et il serait bon qu'on prenne le contrôle de ce territoire pour y créer une zone tampon. Certes, mais les habitants du pourtour de la bande de Gaza ont tous été démobilisés. Donc, qu'est-ce que vous demandez en fin de compte au gouvernement? De ramener également les gens du Sud et les gens du Nord? Les faire revenir, bien sûr, mais uniquement une fois que l'on pourra garantir leur sécurité. Pour le moment, on a évacué les habitants du Sud pour veiller à leur sécurité, alors que l'armée est occupée dans la bande de Gaza. Au Liban, l'armée n'est pas encore présente. Il faut faire la même chose au Nord et adopter la même attitude envers le Hezbollah qu'envers le Hamas. Tout ennemi de l'État d'Israël, toute personne qui a du sang juif sur les mains et tout méga terroriste
doit savoir que ses jours sont comptés et que l'État d'Israël l'éliminera, où qu'il soit, en Syrie, en Iran, au Liban ou partout ailleurs. Quand le ministre des Finances, tout à l'heure, Bezalel Smotrich, dit que on va ramener, soyez-en sûrs, on va ramener les habitants du Nord à leur maison. C'est quoi, c'est un cliché ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un cliché. Pour l'instant, personne ne nous dit que nous pouvons rentrer. J'ai entièrement confiance en les forces de sécurité, qui, dès qu'elles en auront reçu l'ordre, sauront réaliser la mission qu'on leur confiera et rétablir la sécurité si nécessaire et si vitale pour l'État d'Israël. Je crois aussi qu'au-delà de la sécurité, il faut également rétablir notre force de dissuasion. C'est une chose que l'État d'Israël a perdue depuis longtemps. Il n'y a qu'à regarder ces menaces, l'audace de l'ennemi, qui ne craint pas de porter atteinte à des objectifs stratégiques et qui perpétue un tel massacre, perpétrer des viols, brûler des bébés. C'est inconcevable. C'est le résultat d'années de renonciation et de politiques d'acceptation. C'est comme ça que je l'appelle. Le fait que l'État d'Israël ait accepté les tirs incessants dans le sud, maintenant, il accepte les tirs incessants dans le nord. Et nous ne pouvons pas tolérer du Hezbollah ou du Hamas cette guerre de faible intensité. Il faut y mettre un terme, immédiatement, et rétablir la force de dissuasion et la sécurité d'Israël. Avi Reichstein, ça sera ma dernière question. Si vous deviez expliquer au monde ce que c'est d'être un habitant de Kiryat Shmona aujourd'hui ou d'être à Kiryat Shmona face au missile du Hezbollah, vous leur direz quoi ? Ça serait quoi ? C'est quoi le quotidien de ceux qui sont restés à Kiryat Shmona ? Kiryat Shmona se trouve à pratiquement 2 km de la frontière libanaise. Les missiles ne constituent pas la seule menace. Il y a aussi des tunnels, des infiltrations, des drones, des roquettes anti-chars. Presque toutes les menaces possibles et inimaginables pèsent actuellement sur notre ville. Depuis le début de la guerre, il y a eu plus de 200 tirs de roquettes sur la ville. 20 logements ont été touchés directement. 4 écoles maternelles, 2 écoles, une crèche. Et il y a eu aussi des dégâts importants faits aux infrastructures publiques. Il y a des centaines de véhicules endommagés. Heureusement, suite à la décision d'évacuer la ville, Kiryat Shmona est actuellement vide de ses habitants. Et je suis certain que si cela n'avait pas été fait, la situation aurait été tout autre. Cela ressemble véritablement à un champ de bataille. Ça veut dire que si des enfants étaient dans les maisons, il y aurait eu des enfants morts, très clairement, dans les jardins d'enfants également. Sans aucun doute. J'ajoute que je fais partie d'une famille qui a perdu l'un des siens. En avril 1974, il y a eu la première infiltration de terroristes en Israël. Cela a eu lieu à Kiryat Shmona. 3 terroristes de l'organisation d'Ahmad Jibril se sont infiltrés par Manara. Ils ne sont pas rentrés au kibbutz Manara, mais ils sont descendus dans la vallée et sont arrivés à Kiryat Shmona pour s'introduire dans une école. C'était à l'époque des vacances de Pessah et les élèves n'étaient pas dans l'école. Ils ont donc décidé de modifier leur plan et sont rentrés dans 2 des immeubles d'en face, rue Yehuda Alevi, et ont massacré 16 personnes, les femmes, les enfants, les bébés et 2 membres des forces de sécurité. Les choses n'ont pas changé. 50 ans ont passé, mais les gens, dans des mares de sang, ont dû attendre que les forces des Golani arrivent pour entrer en action. Nous ne permettrons plus ce genre de choses. 50 ans plus tard, on ne se laissera pas mener comme des moutons à l'abattoir. Nous sommes prêts à soutenir autant qu'il le faut les forces de sécurité pour qu'ils fassent leur travail et nous permettent de rentrer chez nous dès que le danger sera écarté et pour que l'on puisse continuer à raconter l'histoire du renouveau de Kiryat Shmona, la capitale du food tech de l'État d'Israël, celle de l'université qui est en train de voir le jour, celle de la voie ferrée, de tout ce renouveau qui illustre ô combien la prospérité et non pas celle de guerre et de missiles. Un mot, oui ou non ? Vous êtes quand même optimiste ? Sans hésiter, oui. Dans la Torah, on peut lire « Mais plus on l'opprimait, plus sa population grossissait et débordait. Le peuple juif, le peuple d'Israël, est ainsi fait. Nous sommes sortis de chaque guerre plus forts et plus puissants. Nous sommes là pour rester. Et ceux qui doivent avoir peur et continuer de vivre sous terre dans leurs bunkers, ce sont les autres, et pas nous. » Merci. Merci à vous. De retour donc à Jaffa dans nos studios. On a parlé de situation de guerre, des médecins urgentistes. Et là, on va parler de cyber. On n'en a pas parlé du tout depuis le début de cette guerre. Jérémy Makowski, merci d'être avec nous, expert en cyber-renseignement. Et vous êtes ancien officier du cyber-renseignement de l'armée et de la police israélienne. Pourquoi je vous ai demandé de venir ? Parce que, effectivement, ça me tenait à cœur de savoir, est-ce que oui ou non, d'abord,
il y a eu des attaques du Hamas, on le sait, par munitions, mais également des attaques cybernétiques le 7 octobre. Alors, en ce qui concerne l'attaque du 7 octobre, à l'heure actuelle, il n'y a aucune information ou preuve de la part des autorités israéliennes qui ont été divulguées spécifiquement ce jour-là concernant des cyberattaques ou une ou plusieurs cyberattaques ayant visé des infrastructures civiles ou militaires spécifiquement le 7 octobre. Ça veut dire que potentiellement il n'y en a pas eu, mais ensuite, est-ce que le Hamas s'en est pris à Israël le post-7 octobre? Alors tout à fait, même je dirais même avant, mais si on regarde ce qui s'est passé après le 7 octobre, Israël a dû faire face à une vague de cyberattaques très impressionnante, probablement une des plus grandes à laquelle Israël a dû faire face depuis un bon nombre d'années, parce que c'est une guerre qui est asymétrique certes sur le terrain, mais aussi au niveau cyber. Israël fait face à de nombreuses cyberattaques de la part des brigades d'Izzidine al-Qassam, qui est la branche armée du Hamas, qui a une unité cyber, mais aussi de la part de l'unité cyber du Hezbollah, et bien évidemment des gardiens de la révolution au niveau iranien et des services de renseignement iraniens. C'est une attaque conjointe? Alors il y a eu une attaque conjointe du Hezbollah et des Iraniens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'hôpital Ziv, le centre médical Ziv a été attaqué. Les services de renseignement et les services de cybersécurité israéliens ont réussi à en partie déjouer l'attaque, même si le Hezbollah et l'Iran ont réussi à voler une partie des informations concernant d'ailleurs même des soldats, des informations médicales. Mais ils ont mené une opération conjointe sur ce qu'on peut considérer comme une infrastructure critique du pays. Océane, vous avez une question? Parce qu'il y avait eu plusieurs témoignages d'Israéliens qui, le 7 octobre, 8 octobre, 9 octobre, lorsqu'ils regardaient sur l'application Waze pour se rendre à Sderot, Kfar Aza, toutes les localités israéliennes dans le sud du pays, il y avait écrit qu'ils étaient dans la bande de Gaza. Alors, que la ville de Sderot appartenait à la bande de Gaza selon leur Waze. Il y avait eu plein de captures d'écran. Comment... Ça veut dire qu'ils ont quand même réussi. Le Hamas a les capacités aujourd'hui de mener des attaques contre des applications. On a pu le voir aussi avec l'application Red Alert. Le Hamas avait créé une fausse application Red Alert qu'ils ont mis sur des plateformes comme Apple et des plateformes de téléchargement. Beaucoup d'Israéliens ont réussi aussi à télécharger ces applications en pensant que c'était l'application Red Alert légitime, c'est-à-dire celle qui permet de voir les missiles en temps réel, et ce qui permet au Hamas en fait d'infecter les téléphones de nombreux citoyens. Alors ça peut être par Red Alert, mais ça peut être aussi par Waze, et d'avoir des informations en temps réel sur les mouvements de population et sur les gens en eux-mêmes, c'est-à-dire de collecter un bon nombre d'informations. Jérémy Jakowski, moi ce qui m'inquiète, plus qu'il me cause Enfin, très concrètement, Israël n'était pas prêt face à la bande de Gaza le 7 octobre. Israël a été surpris. La question est au niveau du cyber, de la préparation cybernétique, de la contre-offensive cybernétique. Est-ce que cette contre-offensive était prête le 7 octobre ? Alors, au niveau du 7 octobre, si on regarde purement au niveau cyber, Israël est d'une manière générale prêt, puisqu'Israël a une très forte capacité cyber. Maintenant, il y a toujours des vulnérabilités, et même au niveau cyber, Israël peut parfois avoir été surpris de certaines attaques. Maintenant, si on regarde en termes de défense, Israël effectivement a une industrie très forte et qui travaille en étroite collaboration non seulement avec le Centre national de cybersécurité, mais aussi avec les services de renseignement. On a aussi l'armée qui a de nombreuses unités, comme on le sait, tant dans les services de renseignement que dans la branche cyber, permettant de éventuellement lancer des offensives cyber pour répondre à certaines cyberattaques. Mais en premier lieu, ce qui était le plus important, c'était de protéger les infrastructures critiques, ce que fait le Centre national de cybersécurité, en essayant de contrer tous les jours les milliers, voire dizaines de milliers de cyberattaques. Ça veut dire qu'au moment où on se parle là, Jérémy, il y a des cyberattaques en provenance du Liban, en provenance de la bande de Gaza, en provenance d'Iran. Oui, tout à fait. Il faut savoir que l'Iran est une des grandes puissances au Moyen-Orient en termes cyber et dans le monde. Depuis 2009, leur capacité a augmenté d'une manière phénoménale, et ils ont mené bon nombre de cyberattaques contre Israël, conjointement, on l'a dit, avec le Hezbollah, un peu avec le Hamas aussi.
Ils ont pu parfois utiliser les réseaux sociaux, comme on a pu le voir, pour atteindre certains soldats, infecter leur téléphone et mener des attaques, comme on l'a dit, par exemple, contre des hôpitaux ou des centrales nucléaires. Attaques qui n'ont pas toujours réussi, mais qui parfois ont pu aboutir et donner lieu à certains problèmes. Alors, on peut anéantir le Hamas au niveau des armes. Est-ce qu'on peut anéantir des fantômes, finalement? Alors, on peut, c'est pas qu'on peut anéantir les capacités cyber, on peut tenter de les réduire. D'ailleurs, en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'armée israélienne avait effectué un raid à Gaza en détruisant un bâtiment de guerre. Voilà, c'était un bâtiment qui appartenait aux brigades Izzin al-Qassam, qui était le QG cyber du Hamas. Mais malgré ça, ils ont réussi, grâce à des financements qu'on connaît, et même en crypto-monnaie, parce qu'ils sont lancés dans la crypto-monnaie, ont réussi à renouveler leurs capacités cyber. Donc en vérité, tant qu'il y a des combattants, il y aura du cyber. Vous pouvez expliquer le crypto-monnaie, parce qu'effectivement avec Océane, on s'est regardé tout de suite et on a pas très bien saisi. Tout à fait. Alors, les crypto-monnaies sont une, entre guillemets, une sorte de monnaie virtuelle qui permet donc de financer une partie des activités du Hamas. Ce sont des monnaies virtuelles qui sont difficilement traçables, pas impossibles, mais difficilement traçables, qui passent par tout un réseau chiffré et qui permet de récolter bon nombre de fonds. Il y a eu beaucoup de campagnes menées par le Hamas d'ailleurs, publiées sur des réseaux sociaux comme X, anciennement Twitter, ou des applications comme Telegram, demandant à des gens de faire des dons au Hamas. Et donc ils se sont servis de ces dons en crypto-monnaie pour financer non seulement des activités sur le terrain, mais aussi des activités cyber. Jérémy Minkowski, ça sera ma dernière question, mais elle est peut-être simpliste. Mais en même temps, si le Hezbollah dit que son ennemi c'est le monde libre, ce n'est pas qu'Israël, c'est aussi les États-Unis, même chose pour le Hamas, est-ce que demain, n'importe qui demain pourrait être attaqué de manière conjointe? Iran, Hamas, Hezbollah. Alors tout à fait. On a eu aussi des cyberattaques qui ont été menées conjointement avec le Hezbollah et l'Iran, mais particulièrement l'Iran, contre d'autres cibles au Moyen-Orient, à savoir le Bahreïn, l'Arabie Saoudite. Ils ont attaqué aussi des cibles américaines, donc c'est quelque chose, oui, qui est la cyberguerre de toute façon, c'est quelque chose qui est global et c'est un phénomène mondial. Merci, pas de quoi être rassurant, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Jérémy Minkowski, expert en cyber-renseignement, ancien officier des cyber-renseignements justement de la police et de l'armée israélienne. Au moins, vous avez présenté les problèmes. On espère quand même que la Startup Nation sera prête, en tout cas le moment voulu. Merci à vous. J'en suis sûr, merci à vous. À vous en être sûr, au moins, quand un cyber-officier le dit, c'est qu'on a de quoi être rassuré. Merci à vous. Regardez ce sujet préparé par la rédaction à Day 24 News. Nous sommes allés à la rencontre d'une dame qui a tout perdu dans un village frontalier de la bande de Gaza. Regardez. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Nous avions l'habitude de regarder par la fenêtre. Il y avait ici un canapé et on s'asseyait pour regarder les magnifiques couchers de soleil dans le ciel avec toutes ces couleurs. Gaza se trouve à l'ouest dans cette direction. Et regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Au même moment, il s'est passé quelque chose de bizarre. Nous avons entendu crier en arabe et nous nous sommes dit que c'était certainement le fruit de notre imagination. Et puis le groupe WhatsApp du kibboutz est devenu fou. Les messages se succédaient sans que nous sachions vraiment ce qu'il se passait. Il était environ 11h, 11h30, lorsque j'ai reçu un message de Liane, ma belle-sœur, qui habitait dans le quartier de Kerem. נירה, תזיקי עזרה, בבקשה, הצילו, הם פה. Nous étions dans la pièce sécurisée lorsque nous avons entendu des terroristes dans l'immeuble. Au début, nous les avons entendus chez la voisine, Raya, qui a été enlevée et emmenée à Gaza avec 2 petites filles, Hila et Emily. Puis nous les avons entendus chez nous.
J'ai dit aux filles de se plaquer contre le mur, de se couvrir d'une couverture et de ne pas faire de bruit. Ils ont enfoncé la porte d'entrée et sont rentrés dans la maison. Yossi était debout, moi je me tenais juste derrière. Et Ophir était derrière moi. Yossi tenait la poignée de la porte et se battait vraiment avec eux pour les empêcher de l'ouvrir. Notre chien était avec nous. Puis Yossi a lâché la poignée, s'est retourné vers moi et m'a dit « Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire ». La porte s'est ouverte et c'était comme dans un film. Le canon noir d'une arme longue est apparu et il y a eu un coup de feu. Un coup de feu très fort. Ils avaient tué notre chien. On a tous levé les mains, Yossi, Ophir et moi, et on a dit « Ne nous tuez pas, s'il vous plaît, ne nous tuez pas ». Le terroriste est entré, suivi de 2 autres qui pointaient leurs armes sur nous et portaient un grand sac rempli d'armes. L'un d'eux a désigné du doigt Lélie et a crié « Qui est-ce ? Qui est-ce » Je lui ai répondu « Ce sont mes filles, s'il vous plaît, ne les tuez pas. Ce sont mes filles, s'il vous plaît, ne les tuez pas. » Et nous avons tous levé les mains. Ils nous ont fait lever, pointant leurs armes sur nous. Nous étions tous silencieux. Personne ne pleurait, personne ne parlait. Nous étions tous en état de choc. Ils nous ont fait sortir de la maison en file indienne et nous ont emmenés en bas. Ils nous ont fait asseoir sur cette poutre en bois. Le terroriste se tenait devant nous avec ce drapeau. On peut encore en voir les morceaux. Il l'a posé sur le sol et l'a enjambé en criant « Massacrez les Juifs, c'est la Palestine, détruisez Israël ». Il y avait une petite voiture noire garée là-bas. Les 2 terroristes sont montés dans la voiture. Les portières étaient ouvertes, comme si elles n'attendaient que nous. Ils ont fait entrer Yossi par ce côté. Ma fille Yuval allait monter dans la voiture avec Ophir. Le terroriste l'a fait sortir et a appelé Amit. Amit était là et le terroriste l'a fait monter dans la voiture. La dernière fois que j'ai vu Yossi, c'est quand ils sont partis dans cette direction. La première semaine, tout le monde était encore sous le choc, essayant de savoir qui on avait retrouvé et qui on n'avait pas retrouvé, le chaos le plus complet. C'est alors que nous avons reçu la confirmation que Yossi avait été enlevé à Gaza avec Ophir et Amit. Et puis, un peu plus tard, nous avons réalisé qu'Eli avait lui aussi été enlevé. Écoutez, j'ai les pieds sur terre. Je sais très bien ce qui se passe là-bas. Chaque instant est précieux. Chaque instant est dangereux pour eux et pour tous ceux qui sont là-bas. Une fois n'est pas coutume, dans Défense, j'ai décidé d'inviter une chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Merci Reva Yabloun d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous allez nous parler en français d'ailleurs. Pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que vous avez écrit une chanson pour un couple d'amis à vous, qui a été assassiné le 7 octobre au cours du festival Nova. Noé Zafrani, Yuval Rebia. Ils étaient un couple dans la vie et ils sont restés un couple dans la mort. Exactement. Je vous laisse nous expliquer. Merci beaucoup tout déjà. Alors effectivement, Noé et Yuval sont allés fêter la fête de Simchat Torah dans une fête dans le sud du pays, à côté de Re'im. Et le matin du 7 octobre, donc, Israël a été gravement attaqué. Et ils ont essayé de fuir les terroristes qui envahissaient tout le terrain. Il y avait deux fêtes dans le sud.
Et donc, à l'entrée de Niroz, ils ont été assassinés. Et j'ai appris aujourd'hui que Yuval a été assassiné le premier. Et Noé a réussi à essayer de s'enfuir, mais n'a pas réussi. Alors, il faut le dire effectivement que Noé était la sœur d'une très très bonne amie à vous. Oui. C'est marrant parce que là, vous me dites qu'effectivement, il a été assassiné le premier. Enfin, c'est marrant. C'est tragique. Parce que vous avez écrit cette chanson, justement, Boï Kala, c'est-à-dire, normalement, c'est une chanson dans la liturgie juive qu'on chante quand l'homme et la femme arrivent sous la choupa, c'est-à-dire au moment de célébrer, et c'est l'homme qui accueille la femme. Et là, visiblement, il a été enterré donc avant elle, et il a été assassiné, vous me dites, avant. Oui. Il a été le premier à monter au ciel. Et cette image, elle était avec moi quand j'ai écrit la chanson. Cette idée que le khatan, le marié, attend sa future femme sous la choupa. Et c'est ce qui s'est passé pour eux de façon tragique. C'est qu'il a été le premier à être tué, le premier à être enterré. Et quelques jours plus tard, elle a été enterrée elle-même. Quand on est artiste et qu'un tel événement survient, on est obligé de mettre sur papier, sur mélodie, ce qu'on ressent. C'est presque c'est presque induit. Oui, c'est comme une mission pour moi. Je pense aussi pour d'autres artistes, que ce soit musique ou d'autres arts. C'est une mission d'écrire et de transmettre qui était, dans ce cas, Yuval et Noé, qui ils étaient pour moi, qui ils étaient pour leur famille. Et chacun à sa façon peut rendre hommage à des amis, à de la famille. Et moi, j'ai choisi par la musique. C'est pas la première fois, d'ailleurs, on voit l'image juste derrière vous. On voyait juste à l'instant des policiers des frontières. Vous avez été quand même combattante, sergente de la police des frontières pendant 3 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On voit cette photo. Voilà, c'était moi il y a quelques années. Et vous avez déjà écrit pour une amie à vous, Hadas Malka. Je salue son père d'ailleurs, David, que j'ai bien connu. Elle a été assassinée à la Shar Shrem. Ouais, l'esplanade de la porte de Damas, à Jérusalem. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup pour ceux qui ne sont pas habitués à la vie israélienne. Pour moi, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est un petit peu normal. Je me dis, j'ai perdu une amie en 2017 qui a été assassinée à Das Malka quand elle était en uniforme pour garder Jérusalem. J'ai écrit pour elle une chanson. Je lui ai rendu hommage et quelques années plus tard, je rends hommage à une autre amie, Noé, qui elle aussi était policière à Jérusalem dans les années où on était dans notre période de l'armée. Et enfin, c'est horrible, mais entre guillemets, c'est normal. Ça veut dire, je suis pas spécial. On a tous en Israël, on est tous atteints d'une façon ou d'une autre d'avoir perdu quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille, 1, 2, 3. D'autant plus que, alors, le drame s'ajoute du 7 octobre. Vous habitez Mettoula. Oui. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas, Mettoula, c'est à la frontière du Liban. J'ai entendu dans une interview que vous avez été même pas quelques minutes chez vous depuis le 7 octobre. C'est vrai? Ouais. J'étais pas chez moi, donc le 7 octobre, j'étais moi-même dans une fête dans la région de la Harava, dans le sud du pays. Et donc quand j'ai entendu que la guerre a éclaté, on a vite compris que le nord va être atteint aussi. Et quelques jours plus tard, ils ont effectivement fermé Mettoula, fermé les portes, ils ont dit à tout le monde de s'évacuer. Donc je suis pas rentrée chez moi, et après 2 mois et demi, j'ai eu une autorisation de venir chez moi, j'ai pris quelques habits, j'étais 7 minutes chez moi. Sur la montre, j'ai regardé. J'ai pris ma guitare, mon piano et je suis partie. 7 minutes depuis le 7 octobre. Ouais, 7 minutes dans l'obscurité, parce que j'habite vraiment à la frontière. Donc je devais venir pendant la nuit, sans lumière, voiture éteinte. Voilà. Quand vous entendez les autorités justement qui disent que on ne sait pas quand les habitants de ce pourtour frontalier du Nord rentreront chez eux, vous dites quoi? Je perds pas espoir. Je comprends que la situation est très difficile. Chaque jour, tout peut changer. Mais dans ma émouna, dans ma foi, je ressens qu'on rentrera bientôt chez nous.
Parce que Metula, ça donne face au Hezbollah, c'est-à-dire que... Metula, c'est vraiment c'est même pas des kilomètres, c'est des mètres. Moi, je les voyais. Avant la guerre, je voyais des habitants et aussi parfois des membres du Hezbollah patrouiller en face de chez moi. Vous avez écrit des chansons sur cette situation? Pas encore. Ça arrivera peut-être, mais pas encore. Quand tout ça, quand vous faites finalement la liste de ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire vous étiez police des frontières, ouais. Vous avez connu aussi des situations extrêmement difficiles pour vous-même, personnellement, et que on juxtapose les incidents qui ont connu votre vie. Alors vous m'avez dit, je ne suis pas spécial. Mais en même temps, quand on est artiste, plus autant d'incidents, ça donne quoi, finalement, sur le papier, sur le cœur? C'est le cœur qui parle quand on est artiste, ouais. Aussi. Je pense que j'ai un peu de la chance d'avoir la musique pour exprimer tout ce que je ressens, tout ce qui se passe dans ma vie. Et en fait, ce qui est beau, c'est que du moment que j'écris une chanson de ce qui arrive à moi, enfin, ça veut dire... Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens ressentent les mêmes ressentiments, les mêmes émotions. Les mêmes émotions, merci. Et donc, du moment que la musique est dehors, elle n'est plus que à moi. C'est pas individuel. C'est une chance parce que, effectivement, pas tout le monde n'a la possibilité, n'a cette chance de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Ça m'a sauvé plus d'une fois dans ma vie, de pouvoir exprimer ce que je ressens. Et... Ça sera peut-être ma dernière question, justement, avant de vous laisser à chanter. Est-ce que c'est peut-être un remède aussi contre le syndrome post-traumatique, la chanson? Oui. Sans... La réponse est claire. Hein. La réponse est très claire. Oui. Je tiens le coup grâce à la musique. Même si c'est juste jouer de la guitare ou jouer du piano sans chanter, ça guérit un petit peu les blessures qu'on ne voit pas à l'œil. Et vous pensez que les soldats qui reviennent de Gaza auront besoin de cette musique? Ils auront besoin de cette musique et de plus. Mais oui, je pense que la musique, et pas que en forme de guitare ou de chanson, aussi en toutes les sortes de musique et toutes les sortes de façons d'écouter de la musique, de créer de la musique peuvent aider. Eva et Bloom, vous me faites l'honneur de pouvoir chanter Merci beaucoup, oui. Boïkala. Je vous laisse prendre votre guitare. Donc Eva et Bloom, qui nous interprète exclusivement dans Défense. Boïkala, encore une fois, on précise, c'est une chanson qui a été écrite en hommage à Noé Zafrani et Yoval Rabia, assassinés le jour du 7 octobre dans le festival Nova. Boïkala, selon encore une fois la liturgie juive, c'est lorsqu'on accueille le couple, la femme et l'homme sous la roupa au moment d'être mariés par les autorités religieuses. Merci. C'est à vous, Revaya. Merci. צריכה שמש עולה ואת קלה בשעת תפילה מי זאת עולה נפש טהורה
Je dois dire que pour des raisons personnelles, cette chanson me touche, les mots de cette chanson me touchent. Je n'en dirai pas plus. Et surtout, je peux vous dire que votre voix est aussi pure que le blanc de cette robe de mariée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous en défense. Pour les paroles de cette chanson, à l'aube, le soleil se lève, te voilà ma dulcinée pendant la prière, qui est cette femme qui s'avance, une beauté. Et on espère justement une belle soirée à vous, une belle nuit. L'information continue sur i24 News. Merci Tara Lavie, merci Sarah Seban et merci Déborah Banoun pour la préparation de cette émission. L'information continue sur i24 News.